avec vous, Lynn Riffay. Bonjour Lynn. Rebonjour Pauline. On va commencer par l'ouverture des marchés européens au début d'une semaine plutôt chargée en actualité financière. Oui, et cela se comprend, les investisseurs sont prudents, pas de grands changements à l'ouverture. Alors cette semaine, elle est chargée, vous l'avez dit, parce qu'il y a deux réunions importantes de banques centrales, celle de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, et celle de la Banque centrale européenne. Vont-elles relever les taux d'intérêt? A priori, oui. Dans quelle mesure? Cela reste à voir et cela sera très surveillé par les marchés financiers, des marchés prudents, vous le voyez. Quasi-stabilité, stabilité même à l'ouverture pour le CAC 40 à Paris, progression de 0,35% en début de séance pour le DAX à Francfort et un tout petit 0,09% pour le FTSE à Londres. Autre information qui sera très suivie par les marchés aujourd'hui, particulièrement ici en France, c'est la décision de la justice à propos de la renationalisation d'EDF. Oui, Pauline. Alors, surtout la question qui se pose, c'est à quel prix l'État français va-t-il racheter les actions d'EDF aux petits actionnaires? La justice rend sa décision ce mardi dans la bataille qui oppose depuis des mois de petits actionnaires d'EDF à l'État français, et cela en raison du prix de rachat des actions à 12 € jugé trop bas par les plaignants. Eux réclament à minima 15 €, sachant que quand l'entreprise a fait son entrée en bourse en 2005, l'action était plutôt valorisée autour de 32 €. Alors si la Cour d'appel donne raison à l'État, il pourra finir de renationaliser l'électricité publique. Sinon, les actionnaires qui ont déjà vendu leurs actions pourront les récupérer. Quant à l'État, il pourra, s'il le veut, revoir son prix à la hausse pour tenter de convaincre l'ensemble des actionnaires et finaliser enfin cette opération. Aux États-Unis, la crainte d'un défaut de paiement sur la dette américaine refait surface. Alors Pauline, c'est une crainte dont on parle souvent, on a l'impression que cela revient régulièrement, une crainte qui ressurgit au sein de la plus grande économie mondiale, car le plafond d'endettement public est fixé par la loi et il faut un accord du Congrès pour le relever avant de pouvoir emprunter à nouveau. Les débats des prochains jours risquent d'être houleux entre républicains et démocrates. Olivier Fessol nous explique les enjeux. La dette, au cœur d'un bras de fer entre le président américain et son opposition. Mi-janvier, les États-Unis ont atteint le plafond de leur endettement, fixé à 31 000 milliards de dollars. Pour que les administrations puissent continuer à fonctionner, cette limite doit être relevée par les parlementaires. Une procédure courante. Depuis 1960, elle a été réalisée à 78 reprises. En contrepartie du relèvement de ce plafond, les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, demande une très forte baisse des dépenses publiques. Pour Joe Biden, ce marchandage est inacceptable. Nous n'avons jamais échoué à honorer notre dette. Aujourd'hui, nous sommes l'une des nations les plus respectées au monde pour cela. Nous payons nos factures et nous devrions continuer à le faire sans que certains républicains trumpistes au Congrès ne nous prennent en otage. Si aucun accord n'est trouvé, des administrations publiques pourraient être contraintes de fermer leurs portes à partir du 1er juin. Pire, les États-Unis pourraient faire défaut sur leurs dettes. Une perspective qui inquiète les agences de notation financière, mais aussi la secrétaire au Trésor. Depuis 1789, les États-Unis ont toujours payé leurs factures à temps et ils doivent continuer à le faire. Selon mon évaluation et celle de tous les économistes, un défaut de paiement de notre dette déclencherait une catastrophe économique et financière. Il ne reste que 12 jours de débat parlementaire pour que républicains et démocrates trouvent un accord avant un éventuel défaut sur la dette américaine. On reste aux États-Unis où un troisième établissement bancaire vient de faire faillite en moins de 2 mois. Oui, Pauline, après Silicon Valley Bank et Signature Bank au mois de mars, c'est une autre banque régionale, First Republic, qui vient de faire faillite. Il s'agissait de la 14e plus grande banque des États-Unis, ce qui fait de cette faillite la 2e plus grosse de l'histoire des États-Unis, exception faite des banques d'investissement comme Lehman Brothers en 2008. Alors First Republic a été reprise par JP Morgan Chase, la première banque américaine, une reprise qui a apporté une bouffée d'air au secteur bancaire américain fortement ébranlé depuis mars. Mais les craintes persistent car la forte remontée des taux d'intérêt aux États-Unis pèse sur le bilan des banques, tout comme le risque de récession. Le prix des voitures Tesla qui augmente. Oui, Pauline. Alors, le constructeur automobile américain a annoncé la hausse du prix de ses voitures électriques dans 4 pays, le Canada, la Chine, le Japon et les États-Unis. Une hausse pouvant aller jusqu'à 290 $ par véhicule et qui est la 2e en l'espace de 2 semaines pour les États-Unis. À noter que ces hausses de prix interviennent après une période de baisse au cours de laquelle le patron et fondateur de l'enseigne, Elon Musk, avait dit que la priorité devait être donnée à la hausse des ventes plutôt qu'au profit. Et puis Qantas change de pilote.
Change de pilote et c'est Vanessa Hudson qui vient d'être nommée présidente directrice générale de la compagnie australienne. On en parle notamment parce que c'est la première femme à occuper ce poste après 28 ans au sein de l'entreprise. Elle prend la tête du groupe alors que Qantas a annoncé fin février avoir renoué avec les bénéfices dès la mi-2022 après des années marquées par la pandémie de Covid-19. Mais les défis à relever restent de taille. Merci beaucoup Lynn, c'était l'Info Écho. À demain. Merci, à demain. À demain.